de valorisation de la recherche, de gestion des affaires scientifiques, vice-présidente des affaires scientifiques au Génome Québec et directrice adjointe du Centre de recherche du CHUM, CHUM à Montréal. Peut-être qu'elle ne se rappelle pas, mais j'ai croisé chemin avec elle. Je vais laisser Carole continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carl. Puis oui, je me rappelle très, très bien. Donc, on ne fera pas semblant, là. Je suis bien. C'est bon, le son? Pascal qui se pose des questions, je vais attendre. Oui, j'essaie de mettre le volume un peu plus fort. Comme ça. Je ne vais pas me mettre à crier, j'aurais l'air d'une folle dans mon hôtel. On entend bien en salle, ça va? Parfait. Vous pouvez partager votre écran. OK. Je vais d'abord commencer en remerciant tout le monde, puis je vais le partager. Merci de l'invitation. D'abord, je suis pas sûre d'être conférencière de prestige. Le conférencier de prestige arrive après moi. Il parle de santé durable comme s'il était tombé dedans depuis tout petit. C'est un petit peu comme les Astérix ou Obélix, ou je ne sais pas lequel est tombé dans la potion magique. Donc, écoutez Jean-Pierre avec attention. Je pense que c'est vraiment lui qui a le plus de ferveur. J'étais pour commencer en disant ça tombe bien aujourd'hui ici à Québec où je suis et c'est ce qui m'empêche d'être avec vous. Il y a le 25e anniversaire de l'INSPQ, donc de l'Institut national de santé publique. On parle beaucoup plus de santé publique et c'est une bonne chose. Santé durable, c'est pas que ça, c'est pas que santé publique. Puis c'est ce que j'espère essayer de vous communiquer et j'espère surtout essayer de vous communiquer que vous allez voir, c'est tous et toutes et peu importe le type de recherche qu'on fait. Et je pense que vous l'avez entendu, je viens de la recherche super fondamentale. Et si je m'intéresse à santé durable, ça veut dire que à peu près tout le monde doit pouvoir s'y intéresser. Mais qu'on soit étudiant, qu'on soit chercheur, qu'on soit chercheuse, qu'on soit décideur, décideuse, on a décideuse, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, on va faire semblant. On a tous un rôle à jouer là-dedans. Puis je pense que la posture qu'on adopte au fond de santé, c'est regarder justement comment on peut venir en appui. Alors, arrête le blabla Carole, partage ton écran avec des diapos, ça va devenir plus facile pour tout le monde pour me suivre. Donc, le rôle que j'ai compris de cet entretien avec vous, c'est d'essayer un petit peu de comprendre qu'est-ce qu'on met derrière les mots santé durable. J'espère y arriver. Donc, ça part des priorités, celles du FRQS, mais qui ne sont pas que celles du FRQS. Là, je pense que c'est nos priorités collectives. J'espère en tout cas que vous trouverez comme moi que c'est des priorités collectives. Je vais vous parler un petit peu de, une fois qu'on a compris nos priorités, pourquoi on s'en va là, comment on peut mettre les choses en œuvre. C'est pas si compliqué, ça demande d'être systématique, mais je pense qu'on peut y arriver collectivement. Puis quelques conclusions et perspectives. J'ai mis l'image des ODD. C'est sûr que quand on parle de santé durable, très naturellement, on pense qu'on s'inscrit dans l'objectif 3 des objectifs de développement durable, qui est bonne santé et bien-être. Pour de vrai, je vous inviterai vraiment à aller lire les 17 si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps. Vous verrez qu'on s'inscrit en fait dans les 17. Puis qui trop embrasse mal ou un truc dans ce genre, c'est pas exactement ça. C'est juste de se dire qu'on est capable de trouver sa place et qu'on est capable de voir qu'en fait, c'est beaucoup d'interrelations qu'il y a derrière ces concepts-là. Le FRQS, c'est votre agence. Normalement, vous la connaissez, cette agence-là, vous la connaissez bien. Je vais juste rappeler que c'est à peu près 4800 chercheurs. C'est un nombre d'étudiants qui sont formés au-delà de 1000 ou autour de 1000 à peu près chaque année. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais c'est ceux qu'on arrive à soutenir avec les moyens qu'on nous donne. C'est aussi des regroupements centres et réseaux sur lesquels on va être capable de trouver ancrage, on va être capable de trouver point d'appui. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai remis ça ici. Ce qu'on oublie parfois, et je vous ai volé votre façon de présenter vos équipes, vous arrivez toujours dans, quelle que soit l'université, la faculté, le département d'où vous venez en disant, voici le monde qui travaille avec moi, ben, voici le monde qui travaille avec moi et pour vous et qui sont capables, on espère, de traduire un petit peu les orientations qu'on se donne collectivement. Alors, ce sont vraiment les gens qui sont à l'appui au programme et leur travail, c'est vraiment de bonifier ces programmes-là suite à l'input que vous leur donnez. C'est de les revisiter, puis c'est d'en ajouter. Donc, des gens pas mal clés.
On va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet avec cette diapositive. Cette diapositive, c'est un titre de journal qui est paru dans l'actualité il y a quelques semaines de cela et qui dit: on a construit une société qui est incompatible avec la santé humaine. Et pour moi, ça embrasse vraiment l'ensemble des problématiques et non pas d'une seule problématique à laquelle on fait face, problématiques qui ont été exacerbées avec la pandémie. Tout le monde le dit sur à peu près toutes les tribunes. Je ne serais pas vraiment originale avec ça. Mais cela dit, la répétition a l'avantage de faire qu'on va y mettre de l'attention. Si on pense tous qu'on a un problème de vieillissement, si on pense tous qu'on a un problème de changement climatique qui influe sur la santé humaine, si on pense tous que la santé humaine est interdépendante de la santé animale, si on pense tous que les inégalités se sont creusées, et je pourrais continuer comme ça pendant 20 minutes, le si on pense tous, il est largement le temps qu'on se mette, qu'on réfléchisse à cette diapositive-ci, comment est-ce qu'on peut venir changer nos approches de santé pour installer un petit peu plus de solutions, un petit peu plus de durabilité et qu'on soit capable de répondre à l'urgence et aux urgences que je viens de donner. Et donc, quand on arrive avec notre concept de santé durable, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de regarder si j'exprime les mots santé et durable, est-ce que je suis capable d'avoir une piste de solution pour répondre à tous les enjeux que j'ai dit? Piste de solution qui va venir non pas patcher notre système de santé, je pense qu'on est au-delà d'être capable de le patcher, mais qui va venir vraiment transformer nos approches de santé. C'est ça qu'on essaye de faire et c'est ça qui, je pense, est l'ouvrage vers lequel on veut vous orienter. Alors, c'est sûr que c'est un changement de paradigme pour le FRQS. J'essaye d'être raisonnable quand je l'exprime. J'essaye de dire que ça va être une évolution. C'est sûr que c'est une perturbation, perturbation qui s'exprime dans la façon dont on a énoncé la vision dans le plan 2022-2025, notre plan stratégique. Donc, ce qu'on dit maintenant, c'est que on veut soutenir, on veut appuyer une recherche qui va vibrer avec la société et sa diversité. Il faut que tout le monde soit capable de s'y retrouver dans cette recherche-là en santé, pas juste dans la composition des équipes, mais vraiment dans la composition de la société, donc s'assurer qu'on va venir vraiment répondre à ces différents segments. Pour une santé durable, donc maintenant on comprend que c'est pas juste, puis pardonne-moi Jean-Pierre, c'est pas juste un corps sain dans un esprit sain, dans un environnement sain, c'est vraiment la durabilité de nos approches. Il y a une notion de sustainability, ben, je suis désolée de le dire en anglais, ça a l'air complètement fou, mais qui se traduit mieux que le mot de durabilité, je trouve, qui apparaît maintenant non pas comme une dépense, mais bien, bel et bien comme une ressource qui est essentielle au développement individuel. On s'occupe de la santé humaine de chaque individu, mais aussi qui contribue à notre prospérité socio-économique. Beaucoup de mots, très conceptuels, c'est cute sur une diapo. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment ça se traduit? Ça se traduit par, on va s'occuper de santé, pas juste de maladie. Un premier switch déjà, c'est pas si simple. Si je prends une deuxième déclinaison, que j'essaye de devenir plus précise, ben, je vais chercher les stratégies qui vont venir faire que mon état de santé va être maintenu optimum. Donc, je vais m'intéresser à de la promotion de la santé, je vais m'intéresser à la prévention, je vais m'intéresser aux interventions précoces. J'arrête pas de traiter des maladies, je le sais bien qu'on va tous être malades à un moment donné, mais est-ce que je peux intervenir plus précocement, mieux, de façon à mieux utiliser mes ressources de santé et mes corridors. Pour faire ça, de la promotion, de la prévention, des interventions précoces, ben la deuxième couche de vocabulaire qui apparaît, c'est déterminant de santé. Puis on pourrait faire un petit peu peut-être notre mea culpa. Est-ce qu'on intègre autant que ça notre connaissance des déterminants de santé quand on développe notre recherche? Question en suspens, vous y répondrez. Ça vient questionner ou ça vient appuyer la transformation des corridors de services pour lesquels il faut faire rentrer des nouveaux acteurs. Nous œuvrons depuis le début de nos carrières dans des établissements de santé, dans des centres de recherche qui sont affiliés à des établissements de santé. Mais il y a plein de recherches et plein de santé qui se fait en dehors de ça. Puis c'est là où il faut faire de l'espace et les faire rentrer. Et puis la liaison avec les environnements, donc cette notion de santé planétaire qu'il faut intégrer. Puis si on veut faire la deuxième couche, là, mes cases bleues,
ben, il n'y a pas le choix que de rentrer dans une entreprise qui est très participative, intersectorielle, interdisciplinaire, intégration de l'ensemble des savoirs, les savoirs expérientiels qui viennent des patients, discussion avec les décideurs, etc., etc. J'essaye d'aller vite parce que j'ai 20 minutes et je voudrais vraiment vous passer tous mes messages. Je fais rire de moi avec ce qui était avant mon petit bonhomme, maintenant avec ce qui est mes deux petits bonhommes, et pourtant ils sont super importants. Donc je pense que je vais continuer dans mon mandat en vous présentant mes petits bonhommes parce que ça vient encadrer, ça vient ancrer, ça vient dire qu'est-ce qui change. Le Fonds santé, vous m'entendez toujours dire ça, jusque depuis qu'il a été créé jusqu'à récemment, s'occupait des pieds des bonhommes. On s'occupait de la prestation de soins, un petit peu de l'organisation des services, mais la job qu'on avait à faire, qui doit continuer, c'est comment je développe du diagnostic, comment je développe des interventions, comment je soigne le monde, prestation de soins. Maintenant, l'enjeu, là où on migre, là où on va, à la fois comme individu et comme équipe de recherche et comme organisation, c'est intégrer l'ensemble des autres déterminants, ce qui nécessite d'avoir des discussions interdisciplinaires, intersectorielles beaucoup plus grandes, et on se rend compte qu'on s'en va nettement au-delà du champ biomédical. Alors, comment on me dit le fonds santé, c'est le fonds biomédical? Non, le fonds santé, c'est le fonds qui s'occupe de l'objet santé humaine. C'est ça, le fonds santé, en tout cas, c'est vers là qu'on l'amène. Alors ça, c'était la théorie. Comment on passe de la théorie à la pratique? Là, vous vous demandez, OK, c'est encore une bébelle à la FRQ, là, ils arrivent toujours avec une nouvelle affaire. Est-ce que c'est encore une nouvelle affaire? Et si c'est encore une nouvelle affaire, comment ça va se traduire? Comment je dois le penser? Comment je dois le voir évoluer? On a des leviers pour embrasser la vision puis l'agenda que je vous nomme. Les leviers sont au nombre de 3. Premièrement, on va continuer à soutenir toute la recherche en santé qu'on a toujours soutenue, sinon je ne suis pas cohérente en disant c'est le fonds qui s'occupe de la santé humaine, mais par ailleurs, on a le droit d'avoir des thèmes de recherche qui nous paraissent plus prioritaires. Puis c'est quelque chose sur lequel on a déjà mis de l'accent, puis on va continuer à mettre de l'accent. On a la capacité aussi, en embrassant ce qui a été fait dans les FRQ, les 3 fonds depuis près de 10 ans maintenant, de continuer à soutenir notre capacité de recherche, soutenir des fonds, soutenir des réseaux, mais en venant mettre encore plus d'accent sur la capacité de recherche intersectorielle. Puis ça, je pense que c'est intéressant dans les univers dans lesquels vous évoluez. Et finalement, notre troisième levier, c'est de développer cette recherche participative. On y touche, on a des living labs, on fait des projets audaces, on inclut des patients partenaires, mais il y a probablement un moyen d'aller un peu plus loin, et puis peut-être de façon un peu plus systématique. Donc ça, c'est les 3 choses que vous allez trouver qui vont commencer à transparaître dans les différents programmes qu'on est capable d'animer. Au niveau des thèmes prioritaires, puis c'est pour ça que je vous dis tranquillement, doucement, vous les avez vus apparaître, on s'en est peut-être pas aperçu, mais c'est quand même les dynamiques, les thématiques de concours qui sont sorties ces dernières années. Accent sur l'intelligence artificielle en santé et la santé numérique. Si je veux suivre la santé de ma population en dehors d'un établissement de santé, il faut que j'arrive avec des outils. Les outils digitaux sont parmi les premiers qui sont faciles à confier à la fois à des organismes et à des individus pour qu'ils soient capables de suivre leur état de santé, pour qu'ils soient capables d'enregistrer leur état de santé. Donc, cette intelligence artificielle en santé, santé numérique, pour nous, est, dans l'exemple que j'ai donné, un levier intéressant. Le deuxième, l'intégration massive des données massives. Je ne serai absolument pas responsable dans mon discours sur l'intégration de l'ensemble des déterminants de santé si je n'avais pas cette priorité-là. Oui, pour de la santé de précision, mais surtout, c'est en intégrant un ensemble de données de diverses origines qui viennent caractériser divers éléments que je vais être capable de construire une donnée probante inclusive de l'ensemble des déterminants, données probantes qu'après ça, on va pouvoir faire migrer dans notre trajectoire à la fois de santé, mais aussi de décideurs, pour ultimement aller vers les politiques publiques et moins publiques dont on a besoin.
Recherche en milieu de vie. On veut être proche de ce qui se passe dans la vie de tout un chacun, donc on ne va juste pas faire que des RCT, même si on a besoin d'essais cliniques randomisés pour valider des molécules, des biomarqueurs, des choses comme ça, on va continuer ça, mais on a aussi besoin d'une recherche qui est beaucoup plus pratico-pratique, proche de qu'est-ce qui se passe, pragmatique. On fait beaucoup de place en ouvrant ça à de la recherche qualitative qui demeure encore trop souvent un parent pauvre dans certaines études. Ça vient avec de la santé publique, c'est sûr. Et puis, ça vient aussi en intégrant non seulement l'ensemble des déterminants de santé, mais l'ensemble de l'individu. On a beaucoup regardé la santé physique d'un côté, la santé mentale de l'autre côté. Je pense qu'il est largement le temps de faire le pont entre ces deux santés-là et puis de regarder comment elles se font influencer et comment elles influencent l'environnement autour d'elles. J'ai dit qu'on pouvait avoir des programmes spécifiques. Jean-Pierre en parlera, mais par exemple, on a lancé en janvier 2023 la première chaire de recherche en santé durable avec sa caractéristique qu'elle a 4 directeurs, co-directeurs, donc 2 chercheurs, chercheuses, 2 patients partenaires qui sont citoyens partenaires et non pas patients partenaires, qui sont aussi co-leaders de la chaire. J'en parlerai pas plus parce que je suis sûre que Jean-Pierre va aller vers là. On a aussi, et ça on est encore discret dessus parce qu'on ne sait pas exactement où on va, on teste, mais on a lancé un portail de projets qui sont alimentés par le milieu communautaire. Donc, c'est de dire, je l'ai dit, cette santé durable et participative, c'est une grande conception globale, mais on voit bien, on sent bien qu'elle va avoir une action, un changement qui est local. Donc, si je suis intéressée au changement local, eh bien, une bonne façon de le faire, c'est de dire, toi, organisme communautaire, dans ton environnement géographique, dans ton environnement économique, c'est quoi le problème de santé que tu as? Est-ce que tu peux me l'énoncer et ensuite de ça, mobiliser la communauté de recherche pour y répondre? Alors, on a 2 projets tests qu'on est en train de faire, puis je vous promets, on l'ouvrira plus largement quand on comprendra mieux les balises de ces projets-là, mais regardez un petit peu comment on peut s'inscrire avec ça. Et puis finalement, on essaye de vous donner des outils. Puis si je suis là aujourd'hui, ben, ça participe à ces outils-là. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour traduire la pensée qu'on a, comment est-ce qu'on peut faire pour montrer que tout un chacun s'inscrit dans cette pensée. Donc, parmi les choses qu'on a fait, ben, par exemple, on développe du vocabulaire, on développe un argumentaire santé durable qui apparaît maintenant dans nos règles de programme. Puis vous pouvez aller sur le site internet, puis quand vous avez ça dans votre vocabulaire en disant attention, il va falloir vous exprimer sur santé durable, ben, vous allez dans la boîte à outils et vous avez de la documentation santé durable. Donc on essaye de vous amener tranquillement comme ça, tranquillement, doucement vers là. Là où on a besoin de vous puis qu'on va vouloir travailler main dans la main, c'est pas tant au moment du dépôt d'un projet ou d'une proposition, c'est au moment de la reddition de compte. Puis dans la reddition de compte, on va vous dire, puis c'est pas une question de notes, c'est pas une question de performance, mais on va vous demander comment pensez-vous que vous avez contribué à cet agenda santé durable. Puis moi, je suis sûre que la première année, je vais avoir 100 réponses différentes. La deuxième année, je vais avoir une vingtaine de réponses de plus différentes. Et puis au fur et à mesure, j'en aurai de moins en moins. Et on va créer comme ça, collectivement, ensemble, une vision convergente de ce qu'on essaye de faire. Très récemment, j'ai développé un autre outil pour essayer de vous embarquer avec nous. Je me suis dit, OK, je vais me mettre dans vos souliers, puis je vais essayer de traduire qu'est-ce qu'elle me dit. Ben, qu'est-ce qu'elle me dit? Ça peut s'exprimer dans cette matrice-là. Ce qu'on cherche, c'est comment est-ce que, à travers votre recherche, vous influencez des interventions de promotion, des interventions de prévention, des interventions d'intervention, bravo Carole, d'intervention précoce dans la prise en charge de ma santé. Donc, ce qu'on cherche, c'est vraiment comment est-ce qu'on alimente la partie orange.
Pour alimenter la partie orange, je vous ai dit, on a besoin de la colonne bleue, les déterminants de santé, les corridors de services, les santé planétaires. Et bien là, ce qu'on vient vous demander, c'est que vous soyez une plateforme, un projet, un expert, un étudiant, que vous fassiez de la mobilisation de connaissances. Donc, ce n'est pas un copier-coller que j'étais idiote, je n'ai pas pensé comment le faire. C'est peu importe ce que vous êtes, dans quelle case, avec des S ou pas de S, vous venez vous inscrire ou vous pensez que vous contribuez. Puis comme moi, qui c'est super fondamental, ben, je prétends que quand j'étudiais la structure d'une protéine, par exemple, eh ben, possiblement, je venais de m'inscrire dans une case déterminant de santé intervention précoce. Super facile à faire. Donc, c'est cette dynamique-là mentale, intellectuelle, qui va nous aider à construire ce qu'on essaye de faire. J'ai presque fini. Je vous ai dit pour faire ça, puis ça, là, j'ai un œil, une vigilance sur ça absolument incroyable parce que je pense que c'est là qu'on va avoir du succès ou qu'on risque de rater. Si on veut faire cet ouvrage-là, il y a une composante qui est absolument essentielle, c'est cette recherche participative. Si on ne fait cette recherche qu'entre nous, chercheurs, chercheuses, étudiants, étudiantes, en milieu académique, on va passer à côté de c'est quoi les questions auxquelles il faut répondre, comment on fait la mobilisation de connaissances. Donc l'ouvrage, dès le début, doit être un ouvrage collectif qui met autour de la table pas seulement des experts en santé qui peuvent être architectes, qui peuvent être chimistes, qui peuvent être professionnels de santé. Je le dis au passage parce que ça sous-entend une recherche très intersectorielle, mais ça prend aussi d'autres acteurs de la société civile. Donc je sais que c'est compliqué cette affaire-là, puis je sais que c'est compliqué parce qu'on vous écoute. Je sais que vous allez nous dire, bah, écoute, tu me demandes d'aller faire un partenariat avec un organisme communautaire 18 mois avant qu'on se comprenne, la subvention finit au bout de 2 ans. Ça ne marche pas. On ne peut pas faire ça comme ça. Je sais que vous allez me dire, on ne peut pas viser tout de suite le livrable. Il faut d'abord qu'on s'entende sur la question. Ton souci d'un livrable arrive trop vite. Vous allez me poser des questions comme, ouais, mais là, attends, moi, je travaille avec des personnes âgées qui ont des démences, super vulnérabilité, puis tu veux que je les embarque dans mon projet. Comment est-ce que je fais pour les rendre pas encore plus vulnérables que ce qu'elles sont déjà? Vous allez me dire, bah, il faut aller parler aux décideurs. Il n'y a pas un seul citoyen maintenant qui a plus confiance dans ces institutions. Comment est-ce que je fais dans une perte de confiance pour réussir à impliquer du monde, puis leur dire, venez donc contribuer autour de moi à ma pensée. Donc, je pourrais continuer comme ça pour chacun des items qui sont là, incluant la place de la recherche fondamentale. Donc, on sait que ces enjeux-là, il faut qu'on arrive à les réconcilier avec l'endroit où on voudrait emmener le bateau. Et pour ça, ben, on met en place des chantiers. On met en place des chantiers au FRQ. Par exemple, moi, je travaille très, très, très fort avec l'équipe pour qu'on devienne beaucoup plus précis dans nos objectifs de programme. Quand on lance un concours, ben il faut qu'on devienne précis dans notre vocabulaire. Donc, il faut qu'on arrête de dire, je veux 2 universités, 3 étudiantes, 2 patients partenaires, un citoyen, un décideur, et je ne sais pas quoi encore. C'est pas comme ça qu'on résout notre collectif. On va résoudre notre collectif si on est capable de mieux exprimer ce qu'on cherche, parce qu'à ce moment-là, c'est vous qui allez avoir l'intelligence d'aller vous entourer des bonnes personnes pour construire votre projet. Il faut qu'on revoie nos règles administratives, patients partenaires, citoyens partenaires, organismes communautaires. Comment j'envoie de l'argent dans un organisme communautaire, par exemple? Ce pas des choses simples. Ça vient avec des nouveaux non pas des nouveaux paramètres, ça vient avec une consistance dans notre manière d'évaluer de la recherche. Si on dit qu'on veut de la recherche intersectorielle, eh bien, il faut qu'on lui donne une valeur à cette recherche intersectorielle. Et il faut que les individus qui font l'effort de la faire, qui font l'effort d'y participer, soient bonifiés, soient valorisés à la fois dans leur demande de fonds, mais aussi dans leur université. Donc, on sait qu'on a des travaux à faire pour ça, qu'on travaille beaucoup avec l'Agence nationale de la recherche. Puis on n'est pas obligé de réinventer la roue, là. Il y a des choses qu'on sait faire. On sait dialoguer, par exemple, autour de l'engagement citoyen pour la valorisation des données. Ben, est-ce qu'on peut s'appuyer sur des exemples comme ça qu'on fait avec vous pour bouger dans cet ordre-là? Et promis, c'est ma dernière. On n'est pas ignorant.
C'est pas aujourd'hui, FRQS, il fait ça, dans l'année prochaine, il va faire autre chose. Ça va être comme quelque chose qui va s'installer au moins sur 10 ans. On sait très bien, et je vais être très claire et je vais ralentir mon débit, qu'il faut des investissements supplémentaires pour faire ça. Je suis très consciente que je ne peux pas et je ne veux pas toucher au programme fondateur du FRQS. On continuera d'avoir des programmes de soutien à la relève tels qu'ils sont dessinés à ce jour. On continuera d'avoir des programmes de soutien aux carrières tels qu'ils sont dessinés à ce jour. C'est la base essentielle à ce qui va nous permettre de faire différent. Donc, ces choses-là vont continuer. Le gros changement, c'est de transformer le fonds comme un fonds biomédical vers un fonds qui s'intéresse à un objet de recherche. Donc, c'est pour ça aussi que ça prend des investissements supplémentaires. C'est pour faire rentrer les collègues qui sont plus du côté anthropologie, plus du côté des sciences sociales, les collègues qui sont en urbanisme, pour les intégrer à notre équation. Il faut qu'on le fasse pour avoir cette recherche très interdisciplinaire, mais ça prend des fonds pour le faire. Je l'ai dit sur la diapo précédente, mais moi, j'ai vraiment une urgence à revoir notre évaluation de l'excellence. Pour moi, c'est super important parce que c'est comme ça qu'on va se réconcilier entre nous, si tant est qu'on soit dissociés. Et puis, il faut saisir notre environnement, puis il faut savoir l'influencer. On parle beaucoup de PL15, de la nouvelle agence Santé Québec. Je suis comme vous, je ne sais pas ce qu'elle va devenir, mais ce que je sais par contre, c'est qu'il faut qu'on profite de ce que j'espère est une vision commune pour la mettre sur les rails qui nous conviennent à nous, communauté de recherche, très, dès le début. Et puis, je pense que, et j'espère, ensemble, vous serez en appui avec moi, mais il va falloir qu'on soit déterminés pour mener à bien ce bateau. Donc, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et je vous remercie encore de l'opportunité que vous me donnez d'être capable d'entamer ce dialogue avec vous. Donc, un grand merci, Madame Labbé, encore une fois, d'avoir présenté aujourd'hui, malgré que vous étiez à distance. C'est vraiment apprécié. Je vais laisser Carl présenter notre prochain conférencier invité. Tu peux venir ici? OK. Je sais pas si Merci beaucoup, Carole. C'était inspirant et extrêmement utile pour nous. Notre deuxième conférencier, c'est Jean-Pierre Després. Il est professeur au département de kinésiologie à l'Université Laval à Québec. Il est directeur scientifique de VITAM, le centre de recherche en santé durable qu'on vient d'entendre un peu. Il est directeur scientifique de la chaire internationale sur le risque cardio-métabolique et co-titulaire de la chaire de recherche en santé durable financée par FRQS, comme on vient d'entendre. Et ça c'est la première chaire de recherche à un citoyen et une citoyenne comme co-titulaire. Jean-Pierre est un des chercheurs les plus cités au monde, en fait, avec, je ne vais pas avoir donné tous les chiffres, mais disons un indice H de 164, donc une autre sphère. Merci, Jean-Pierre. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette gentille introduction embarrassante. Vous allez voir, on va déconstituer l'ambiance, n'ayez crainte. La première chose que je vais vous dire, c'est que je me qualifie, moi, pour être un objet de recherche dans votre centre de recherche. J'ai 65 ans, fait que je suis un vieux. Mais non, mais le gouvernement fédéral me l'a rappelé par une lettre que j'ai reçue en me disant que j'avais droit à ma pension de vieillesse. Et ça fait réfléchir, vous savez. Carole, dans son magnifique exposé, puis je vais élaborer là-dessus, puis vous me permettrez peut-être de dépasser un petit peu parce que je pense qu'on a vraiment à avoir une conversation. Je m'adresse à vous avec beaucoup d'humilité aujourd'hui. Centrons-nous, si on parle de santé durable puis qu'on parle de vieillissement, bien, le vieillissement, ce n'est pas une maladie.
Et notre système de gestion de la maladie le gère comme ça, malheureusement. Puis je pense que on pourrait avoir un atelier cet après-midi où vous pourriez donner une pléiade d'exemples. Alors, je vais vous raconter, Carole, je ne sais pas si elle est encore en ligne, mais vous savez, c'est dans l'histoire du FRQS. Moi, je suis un produit du FRQS. À l'époque, je suis arrivé chercheur boursier. J'ai eu ma bourse de chercheur boursier en 1986. Ça fait longtemps. Certains d'entre vous n'étaient pas au monde, là. Et j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Puis on n'a jamais été aussi malade au Québec. Je vais vous raconter l'histoire rapidement aujourd'hui. Alors, c'est ce que je suis. Ça fait 37 ans que je fais de la recherche. J'en ai fait une bonne partie à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, dont le directeur du centre a été le docteur Denis Richard pendant 20 ans. Je tiens à le saluer. Puis là, vous me voyez ici avec des collègues de l'IUCPQ. Alors, moi, je viens du milieu universitaire médical spécialisé. J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Alors, comme vous, là, à la chasse aux demandes de subventions, puis on essaie donc de faire des travaux qu'on espère conséquents, puis on essaie de les publier dans les meilleurs journaux médicaux ou scientifiques possibles. Mais vous savez, un constat après 37 ans de carrière, c'est que toute cette science que mon équipe... Les problèmes techniques. J'espère que je ne m'entendrai pas radoter. Mais vous savez, c'est après 37 ans, laissez-moi vous partager. Je ne dirais pas ma frustration, je n'irai pas jusque-là. Mais vous savez, on publie du savoir et on espère qu'il va contribuer à améliorer la santé des Québécois et des Québécoises. Puis je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous emmener dans mon univers, pardonnez-moi, là, pendant quelques minutes, pour montrer l'immense fossé qui existe entre la science qu'on a mis dans la littérature médicale et scientifique, puis ce qui est véhiculé au Québec comme notion. Toute l'histoire que je raconte aujourd'hui est expliquée en détail parce que je fais beaucoup de conférences grand public en ce moment, les gens qui m'invitent des conférences grand public gratuites en passant. Là. Et puis les gens me disaient, ben avez-vous un livre? J'en avais pas de livre. Et pendant la COVID, ben, ça a servi au moins ça. Je me suis dit, je vais raconter l'histoire de ma vie professionnelle et pour dire aux gens, saviez-vous que, puis voici ce qu'on pourrait faire. Et je ne retire aucune redevance de la vente de ce livre-là. Ça, c'est très, très important parce que je ne veux pas qu'on m'accuse de parler. Després parle de son livre parce qu'il va faire des piastres avec ça. La copie que je tiens dans mes mains, je l'ai payée de ma poche. Puis je vous raconterai une histoire quand on va entrer dans la santé durable. Vous allez voir qu'il y a un virus qui est en train de se propager parce qu'il y a des acteurs complètement hors du réseau prestataire de services de santé qui ont dit on lève la main puis on va partir une révolution active. Alors, j'élaborerai là-dessus, mais je voulais souligner dans un premier temps que ce livre-là, il est disponible partout. Je n'en retire aucun bénéfice financier. Alors là, je vous emmène dans mon univers, l'obésité. Alors, c'est ce que quand j'ai écrit ma demande de chercheur boursier à la fin au début des années 86, parce que je l'ai eu à l'été 86, bien, je disais, je veux mieux comprendre le lien entre l'obésité et différents problèmes de santé, dont le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Puis l'approche n'a pas changé malgré tout en 37 ans plus tard. Alors, l'obésité, on l'a définie sur la base d'un indice qu'on appelle le fameux poids santé, l'indice de masse corporelle ou le Body Mass Index. Puis, selon en fonction d'une pléiade d'études populationnelles où on a montré qu'entre à peu près 20 kg par mètre carré jusqu'à 25, on est dans ce qu'on appelle le soi-disant poids santé. Entre 25 et 30, on est dans le surpoids. Puis au-delà de 30, on a différentes catégories d'obésité. Puis pourquoi on classifie les gens comme ça? C'est qu'on a plein d'études populationnelles qui nous montrent que le risque de morbidité puis de mortalité commence à augmenter quelque part dans la zone du surpoids. Puis au-delà de 30, ben là, les gens ont un diagnostic d'obésité parce que le risque de morbidité, de mortalité augmente. Alors, 37 ans plus tard, au Québec, on parle encore du poids santé. Je vais élaborer là-dessus. Puis, on suggère aux gens qu'ils devraient perdre du poids parce que si on descend sur le courbe, en théorie, on devrait diminuer notre risque de morbidité, de mortalité. Et par ailleurs,
lorsqu'on parle d'obésité dans les médias, puis vous noterez que je n'ai pas montré d'image parce que je trouve que ce sont des images extrêmement stigmatisantes, c'est à ça qu'on fait allusion. Puis on pense tout de suite, ben, oh ouais, ces gens-là, c'est parce qu'ils mangent mal, ils mangent trop, puis ils sont sédentaires qui développent de l'obésité. Et il est clair que la première chose à faire, quand un clinicien ou des professionnels de la santé reçoivent ces personnes-là, c'est de les écouter puis de comprendre leur histoire de vie. Est-ce qu'on a le temps de faire ça lorsqu'on voit un patient pendant 10 minutes? C'est bien plus facile de prescrire de l'Ozempic, n'est-ce pas? Alors, dans un système qui gère la maladie, on ne prend pas le temps dans un premier temps. Carole Jabet en a parlé tout à l'heure. La première chose qu'on a à faire avec ces patients-là, c'est de les écouter attentivement. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie? Puis parfois, quand je fais mon épicerie, on m'accroche, on m'a demandé, docteur Després, je dois perdre du poids. Qu'est-ce que je devrais faire? Je suis qui, mais pour vous dire quoi faire? La première chose que je vais faire, on va faire notre épicerie ensemble, puis regardez pas ce que je mets dans mon panier, parce que moi aussi, j'en achète des cochonneries, mais je vais vous écouter. Besoin de vous connaître. Comment je peux vous conseiller si je ne vous écoute pas, je ne vous connais pas? Puis après aussi, vous allez me dire, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Qu'est-ce que vous planifiez? C'est complètement déstabilisant pour ces gens-là de voir d'entendre un professionnel de la santé qui dit non, dans un premier temps, moi, je dois vous écouter. Écouter, c'est un investissement en santé durable dont je vais parler tout à l'heure. Par ailleurs, je vous montre ces dessins-là de catégories de surpoids et d'obésité. Pourquoi? Regardez ici le dessin de cet homme-là qui a un IMC à 30. C'est la normalité, ça, au Québec. En dessous d'un veston, là, ça paraît pas. Non, mais c'est tout à fait normal, là. Puis regardez ici, ce couple-là qui a un IMC à 30, c'est la normalité au Québec. Et ça, je me suis beaucoup intéressé à cette soi-disant normalité-là. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on les échappe complètement. On est complètement à côté de la plaque en termes de diagnostic qu'on porte sur l'état de santé de ces personnes-là. Alors ça, c'est une très vieille diapositive. À l'époque, vous constaterez que c'est un appareil de tomographie axiale de première génération. Ils sont plus modernes que ça de nos jours. Mais moi, quand je me suis établi comme chercheur boursier, justement, c'était de comprendre le lien entre l'obésité et les problèmes de santé. Mais on avait maintenant à notre disposition, il y avait un médecin japonais qui avait montré qu'on pouvait faire, avec la tomographie axiale, faire des coupes puis aller voir l'intérieur de la cavité abdominale. Et donc, après quelques années, après avoir scanné comme ça des abdomens de volontaires des hommes et des femmes, j'ai été le premier au monde à montrer que, attention à l'ennemi intérieur, que la graisse dans la cavité abdominale, vous voyez qui est mis en gris clair ici, qu'on a appelé le tissu adipeux viscéral, bien, ces deux personnes-là ici ont le même poids, le même âge, le même soi-disant poids santé, la même quantité de graisse corporelle totale. L'individu ici en haut a une quantité, je suis capable de faire marcher ma petite souris, oui. En plus, vous voyez en gris clair ce tissu adipeux viscéral, puis je n'irai pas dans il y a le mentum, la graisse mésentérique, rétropéritonéale, on a plus que le sujet d'en bas. Pourtant, ils ont exactement le même poids santé. Celui d'en haut, il est en voie de développer un diabète, il y a de l'hypertension, il y a une dyslipidémie hétérogène. Celui d'en bas, il est complètement normal. Alors, c'est quoi un poids santé? Et ça, c'est juste pour vous montrer que je ne suis pas un professeur, je suis un radoteur. Je radote depuis 30 ans que l'obésité et le surpoids, ce n'est pas ce qu'on pense. Alors, pour aller très, très vite, parce que ce n'est pas le but de l'exposer aujourd'hui, alors, par des études d'imagerie, puis il s'en fait des spectaculaires aussi à Sherbrooke, vous avez un gros centre d'imagerie. On comprend maintenant que si vous avez du tissu adipeux viscéral, c'est la recette pour faire du foie gras, pour faire un cœur gras, de la graisse épipéricardique, puis vous avez le muscle squelettique qui ressemble à du steak de Kobe, il est tout persillé de gras. Bien là, vous savez, c'est les mêmes diapos que j'utilise quand j'explique ça aux citoyens, aux gens, à des conférences grand public. Je leur dis, vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Il y a le feu dans la cabane. Vous savez, les citoyens comprennent. On parle d'inflammation chronique, là. Alors, non seulement vous êtes à risque de développer le diabète, vous êtes à risque de faire un infarctus prématuré, de faire un accident vasculaire cérébral. Puis il y a toute une panoplie de complications. Puis je dis souvent, je parlais à Steve Cunane tout à l'heure, que si j'avais à refaire mon doctorat, moi, je me suis beaucoup intéressé au lien entre l'obésité viscérale puis le diabète de type 2 puis les maladies cardiovasculaires. J'avais à refaire un doctorat, je m'intéresserais à la santé de cet organe-là parce que j'en ai besoin à 65 ans, moi, pour travailler et pour vivre. Non, sérieusement,
très sérieux pour vieillir en santé. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une deuxième famille. J'ai deux ados de 14 ans puis 16 ans. Puis je veux à 90 ans être encore capable de leur dire que je les aime, de les voir faire leur vie. Mais moi, j'ai les outils. Les citoyens ont-ils les outils? Non. C'est ça, la santé durable. Un exemple, l'Institut national de santé publique, il y a quelques années, a publié de nouveaux chiffres dans un rapport où on montrait que cette obésité abdominale-là, elle avait doublé en 30 ans au Québec. Doublé en 30 ans au Québec. Pire, un individu adulte sur 5 au Québec qui a un poids santé a de l'obésité abdominale. Un individu sur 5. Donc, très, très mal diagnostiqué sur la base de son soi-disant poids santé. Qu'est-ce que ça a fait? Il y a un journaliste de Devoir qui m'a interviewé là-dessus. Ça a fait un article dans le Devoir, puis on n'en a plus jamais entendu parler. Alors, quand est-ce que vous entendez parler d'une campagne nationale pour éduquer les Québécois et les Québécoises sur l'importance? Moi, je dis dans mes conférences grand public, surveiller l'évolution. On n'aura pas le temps d'en parler en détail, on pourra en parler tout à l'heure. Tour de taille, c'est un signe vital. À n'importe quel indice de masse corporelle, plus votre tour de taille est élevé, plus vous êtes à risque de développer des problèmes de santé, plus vous êtes à risque de mourir prématurément. Quand est-ce qu'on va avoir une campagne nationale d'éducation sur l'importance de mesurer ce signe vital-là? Et avec ça, on ne stigmatise plus les gens parce qu'on ne leur dit pas que tu es gros ou que tu as un surpoids. Non, votre tour de taille est élevé, monsieur, madame, puis savez-vous qu'en perdant quelques centimètres, on peut développer des stratégies ensemble, on peut considérablement améliorer votre santé. Premier silo énorme entre un savoir made in Québec qui est utilisé en Corée, au Japon, en Scandinavie, mais pas au Québec. C'est profondément insultant. Autre signe vital, saviez-vous que s'il y a une chose que vous avez besoin de connaître de toute la population québécoise, les petits-poutres, les adolescents, les adultes, les personnes qui vieillissent, sont-ils en bonne condition cardio-respiratoire? Alors, le docteur Steve Blair, je ne sais pas si j'ai mis la diapositive. Oui, je l'ai mis. Je vais lui rendre hommage parce qu'il est décédé il y a quelques semaines, puis pas de complications cardiovasculaires. C'est le père du Fat and Fit, vous en avez peut-être entendu parler. Alors, Steve, dans le journal de l'Association médicale américaine, il a été le premier à montrer dans une cohorte de la Cooper Clinic à Dallas que si on fait faire un tapis roulant, puis vous êtes dans le 20 qui fait le moins bon test d'effort, alors vous êtes épuisé rapidement après quelques minutes sur le test d'effort progressif. Mais regardez, par rapport à ceux qui sont en bonne condition cardio-respiratoire, tant les hommes que les femmes, votre risque n'est pas augmenté de maladie coronarienne, il n'est pas doublé comme si vous avez un cholestérol élevé ou si vous faites de l'hypertension 2 à 3 fois ou du diabète 2 à 3 fois, il est augmenté de 8 à 9 fois. Steve, quand il a publié ça, ça a secoué les colonnes du Temple en 1989. Faites un PubMed là-dessus maintenant. On a d'ailleurs publié un texte consensuel avec l'American Heart Association où on propose que la mesure de la condition cardio-respiratoire sur la base d'une pléiade d'études populationnelles, s'il y a une chose qu'on a besoin de savoir, la population québécoise de tout âge, c'est leur condition cardio-respiratoire. Ceux qui ont des enfants dans la pièce, là, c'est probablement que nos enfants et nos ados à l'école, ils font le test de navette, le test des bips. Quand je parle de ça dans mes conférences grand public, tout le monde fait ça. Bien ça, là, s'il y a une chose qu'on devrait compiler, c'est ça. Parce que c'est le meilleur prédicteur de ce qui va arriver à nos enfants, nos adolescents. Qu'est-ce qu'on fait avec ça au Québec? On met ça à la poubelle. Carole Javet parlait d'indicateurs tout à l'heure. Voici le plus important qu'on a besoin de connaître sur la société québécoise. On le met à la poubelle. Savez-vous ce qui va faire qu'on va le considérer? Quand les citoyens vont dire c'est assez. On part d'une révolution active, c'est donner. On va se donner les moyens de les mesurer. Puis si vous trouvez que je suis tronqué, là, ben le vieux. Non, le vieux chercheur l'est. Je me suis engagé auprès de la population, c'est bien de valeur. Mais là, avant que je prenne ma retraite, ces messages-là, on va les véhiculer, on va réfléchir ensemble. D'un autre côté, vous savez, notre système de gestion de la maladie, il est très perfectible. Je pourrais vous donner, vous avez sûrement plein d'exemples personnels. J'étais à l'urgence hier avec ma vieille mère. Vous me demanderez ce qui est arrivé hier. Là. On se rend bien compte que notre système est perfectible. Mais quand même, vous savez, au Québec, de par le fait qu'on a l'accès universel, parfois il est difficile, mais on a une bonne espérance de vie au Québec. Canada, vous voyez, on est 16e. Les Américains sont 55e. Imaginez. Pourtant, c'est le pays qui dépense le plus en gestion de la maladie. Pourquoi ils sont 55e?
parce qu'il y a 40 millions d'Américains qui n'ont pas accès, qui sont pauvres, qui n'ont pas accès à des services de santé. Alors, c'est ce qui fait descendre leur espérance de vie. Puis c'est pour ça que la mortalité associée à la COVID a été beaucoup plus élevée aux États-Unis que partout dans le monde. Nous, au moins, on a l'accès universel. Bon, mais on est victime de ce succès-là parce que nos hôpitaux sont saturés de gens qui sont affligés de maladies chroniques de société, les maladies cardiovasculaires, certaines formes de cancer qui sont associées au mode de vie, les maladies pulmonaires chroniques, la fameuse MPOC, l'apnée du sommeil, puis le diabète de type 2, qui sont associés à 4 comportements. On fume encore trop, on boit beaucoup trop, on mange mal globalement et on ne fait pas suffisamment d'activité physique. Bien, ça, c'est 60% des décès. Ça fait que c'est ça qui remplit, c'est ça qui sature les capacités de notre système de santé. Puis c'est ce qui fait que ma belle petite maman d'amour de 90 ans, hier, bien, elle est restée 90 minutes dans sa civière d'ambulance parce que l'urgence était pleine de gens qui sont affligés de ces maladies-là. Alors, Carole a eu la gentillesse de me citer tout à l'heure, c'est ce que je dis partout. Nous avons construit une société incompatible avec la santé humaine. Alors, j'aimerais vous dire que ça, c'est une caricature, mais ce n'est pas une caricature. Un projet de santé durable, c'est de s'attaquer à ça. Vous voyez, on est en dehors du système prestataire de services de santé. On s'est bâti des environnements qui ne sont pas compatibles avec la santé humaine. Par ailleurs, afin de prévenir de façon optimale les maladies cardiovasculaires, il est aussi important donc de cibler les comportements, puis Carole le dit aussi, les environnements qui sont permissifs à des comportements que les facteurs de risque biologiques. Je peux vous dire que nos résidents en médecine familiale, là, le risque d'hypertension, le cholestérol puis le diabète sont éduqués là-dessus. Mais les tours de taille, on ne les mesure pas nécessairement. Puis ce que j'explique dans le livre, quand je n'ai pas le temps de parler aujourd'hui, faute de temps, j'ai appelé ça les 4 signes vitaux en anglais dans la littérature. Si vous faites un PubMed, vous allez voir mes écrits là-dessus, les Lifestyle Vital Signs. Alors, on est capable de mesurer la condition cardio-respiratoire en quelques minutes, très, très simple, pas besoin d'un test maximal. On est capable, par des questionnaires standardisés, de mesurer un score de qualité nutritionnelle. Il y en a beaucoup qui existent dans la littérature. On en a utilisé, nous, puis qui sont très, très discriminants. Même chose pour le niveau d'activité physique. Alors, ces travaux-là, on les a faits avec des collègues du Harvard School of Public Health, puis l'équipe de l'Université de Cambridge en Angleterre, puis le fameux tour de taille. Alors, ces 4 indicateurs-là, puis je vous vais faire grâce de nos travaux là-dessus, prédisent presque parfaitement la biologie. Ils prédisent presque parfaitement la biologie. Sauf que lorsque vous allez voir votre médecin de famille, il ne mesure pas de façon... Ce n'est pas à lui de mesurer ça, mais il pourrait facilement y avoir une équipe de professionnels de santé qui s'en charge pour bonifier le tableau de bord. Alors, je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, on a eu une opportunité. Ils ont eu la gentillesse de m'inviter à une table ronde sur l'Ozempic. Alors, parce que tout le monde veut de l'Ozempic en ce moment, là, on en fait la promotion dans les médias. Alors, il y avait le docteur Marc Franke, qui est un expert, un chercheur fondamentaliste dans le domaine du diabète, docteur Rémi Rabassa-Loret, qui est un clinicien, chercheur qui a beaucoup, beaucoup d'expertise dans le diabète de type 1 et de type 2. Et puis, j'étais là pour donner une certaine perspective du vieux bonhomme qui a travaillé sur l'obésité toute sa vie. Et bien évidemment, à cause de la perte de poids associée à ces molécules-là, qui sont basées sur les propriétés des incrétines, alors ces hormones intestinales là, qui sont instables, mais l'industrie pharmaceutique a développé des analogues des incrétines qui étaient stables, dont la demi-vie était plus que quelques minutes, mais là, on est capable d'avoir un impact sur l'appétit puis d'induire des pertes de poids. Mais vous savez que ce sont des médicaments qui coûtent très, très cher. Alors, plusieurs milliers de dollars par année. Puis aux États-Unis, bien, j'ai appris que c'est 12 000 par année. Alors, si vous voulez vous traiter à l'Ozempic, si vous êtes pauvre, oubliez ça. Alors, il y a une étude, je veux juste vous emmener, il y a une étude très, très importante parce qu'il reste que c'est quand même de la belle science aux perspectives intéressantes. Une étude qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine au congrès de l'American Heart Association il y a pas longtemps. Et je vais attirer votre attention sur une figure qu'on a mise dans l'annexe. Vous ne trouverez pas ça dans la publication principale, mais vous comprendrez que moi, j'ai ma déformation professionnelle, je m'intéresse à l'évolution du tour de taille. Puis regardez, après un an, la chute du tour de taille, on est à peu près à 7 cm. On dit « Wow, vraiment? » Alors ça, je suis impressionné parce qu'on n'ira pas dans les détails. On pourrait échanger là-dessus tout à l'heure. C'est quand même une population
d'individus qui avaient déjà fait des infarctus ou des accidents vasculaires cérébraux, qui avaient du surpoids, de l'obésité, qui étaient donc à haut risque, présumément de l'obésité viscérale. Et d'ailleurs, le tour de taille était très élevé au départ, 111 cm. Puis vous voyez la belle diminution du tour de taille. Bon, ça, c'est bien. Alors, nous, on a fait une étude il y a une dizaine d'années où on a recruté des hommes avec obésité viscérale. Et ce qu'on leur demandait, c'est une fois par mois de voir nos nutritionnistes, nos diététistes et un kinésiologue, un WIN, pour les accompagner. Alors, on ciblait, on a mesuré les indicateurs du mode de vie et à tous les mois, donc, les participants devaient rencontrer un kinésiologue, un nutritionniste pour les accompagner dans une modification douce de leurs habitudes de vie. Ce programme-là, il coûte 800 $. C'est pas trop cher, docteur Després. Regardez la diminution du tour de taille après un an. 8,6 cm. 100 $, et là, on a mis ces hommes-là en forme, en plus. Alors, je suis en train de dire qu'il n'y a pas de place pour ces médicaments-là. Ces médicaments-là, absolument la bonne molécule au bon patient, mais on n'investit pas dans la prévention parce qu'on pense que c'est une dépense et que ça donne rien. Alors, on doit se donner des environnements. Si quelque chose est important, il doit être mesuré puis il doit être ciblé. Ce n'est pas fait dans un système de gestion de la maladie. Alors, on a configuré, je reviens là-dessus, un mode de vie qui nous rend malade prématurément et qui détruit la planète. Donc, la médecine ne va pas régler ça. Puis là, on est dans l'environnement du vert et or. Permettez-moi qu'on se moque un petit peu des carabins. Hein? On a-tu le droit de faire ça? On a la permission? OK. Alors, il y avait le congrès de l'ACFAS. Et vous allez voir, on est en santé durable, totalement. On est au congrès de l'ACFAS à l'Université de Montréal, printemps dernier. Puis, regardez ce qui est écrit sur la belle affiche, là. Envie d'un avenir plein de vie, participer à l'amélioration des santé humaines, animales et environnementales. Bien ça, c'est la santé durable. Moi, j'étais content. Regardez ce qu'il y a juste à côté de l'affiche. C'est ça, la santé durable, comprenez? C'est la responsabilité de tout le monde. Il faut arrêter de demander au docteur Dubé, excusez le lapsus, au ministre Dubé, de gérer la santé des Québécois. Là. Tout le monde a un rôle à jouer là-dedans. Regardez l'absurdité. Voilà, on s'est moqué un petit peu de nos collègues de l'Université de Montréal. On s'est fait plaisir. Donc, c'est l'affaire de tous. C'est ça, parce que moi, ce chiffre-là, je le trouve absolument ahurissant. On n'investit pas dans la science de la prévention. Parce que la prévention, là, c'est un mot qui est très, très galvaudé. Il y a une science de la prévention, on ne mesure rien. Fait qu'à ce moment-là, comment voulez-vous convaincre notre premier ministre de la valeur ajoutée de la prévention si on ne mesure rien? Comment le convaincre de la valeur ajoutée de mesurer la condition cardio-respiratoire de nos enfants et de nos adolescents, puis de la cibler, puis d'en faire un objectif? Imaginez si on améliorait la condition cardio-respiratoire de nos adolescents de 5 %, l'impact qu'on aurait sur la santé publique, mais on ne le fait pas. Alors, on dépense 60 milliards de dollars à gérer la maladie, pas besoin de génie en actuariat pour prédire qu'on va être à 61, 62, 63 milliards. Si rien n'est fait. Alors, Carole a montré cette diapositive-là. Je peux vous dire que lorsque je la présente à des rencontres citoyennes, parce que j'en fais beaucoup en ce moment, alors j'ai plus mon cerveau blanc, puis je travaille avec mes collègues à l'UCPQ. Je vais vous parler rapidement de Vitam. Je suis sur le terrain, puis je fais ces choses-là, puis ça m'anime énormément. Puis c'est exactement le même discours que je vous fais aujourd'hui que les citoyens entendent. Alors, Carole le dit, c'est bien de voir que le FRQS reconnaît maintenant que on passe d'un fonds de recherche biomédicale, la recherche fondamentale, c'est absolument essentiel. Il n'est pas question de compromettre le support à la recherche fondamentale au Québec, mais on a besoin de se donner une véritable stratégie. On va aborder, puis elle avait une diapositive similaire qui montrait que finalement, les trajectoires de vie en santé ou malade d'une personne sont affectées bien plus par les autres déterminants que simplement le système de santé. Alors, face à ce constat-là, je vais vous ratatiner une histoire qui est un peu longue. On pourra en reparler après si vous le souhaitez. À la fin de l'année 2018, on m'a demandé de prendre la direction d'un nouveau centre de recherche dans le sud de la capitale nationale, centre de recherche sur les soins et services de première ligne. Bien, j'ai dit, si vous pensez que je peux faire œuvre utile, ça me fait plaisir, mais c'est un nom de technocrate, là, le centre de recherche sur les soins et services de première ligne.
Est-ce qu'on est d'accord qu'on crée un centre de recherche en santé durable? Alors, il y a eu un appui du PDG, de la faculté de médecine, de la faculté de plein de facultés, de l'Université Laval. On dit, allez, on y va. Après, on a travaillé avec une image. Moi, j'ai dit, je veux une marque. Je veux quelque chose que les gens vont reconnaître. Alors, on avait des assemblées citoyennes comme ça, puis on a travaillé à identifier une image visuelle et un nom. Ça, je suis très fier de ça parce que ça émane d'un processus de conversation avec les citoyens. Les citoyens ont aimé ça, Vitam, on célèbre la vie, ad vitam aeternam, une certaine notion de durabilité là-dedans. Alors, on est très, très fiers de notre image visuelle. Alors, notre mission, c'est d'être au cœur du développement d'un écosystème apprenant et bienveillant en santé durable. La santé durable, même chose au début. On avait une définition, on avait mis des gens, des universitaires autour de la table, puis on avait une définition très, très académique. Je me rappellerai toujours, à l'époque, il était maire de Québec. Je suis allé voir le maire Lebaume avec ça pour lui parler de Vitam puis de la santé durable. Puis il dit, Jean-Pierre, vous connaissez notre maire, il y a une certaine, il y a un franc-parler. Jean-Pierre, pas capable de parler de santé durable avec cette définition-là. Arrive-moi avec quelque chose que je vais être capable de décrire rapidement. Alors, on est retourné sur la table à dessin, puis on a fait exactement, on a entamé un processus avec les citoyens, les partenaires. On en est arrivé à ça. Un esprit sain dans un corps sain, ça fait juste 2600 ans que les philosophes grecs le reconnaissent. Dans un milieu de vie, un environnement sain, mais sur une planète en santé. Puis c'est sur une planète en santé qui est important ici. Carole disait tout à l'heure, la santé durable, Jean-Pierre, c'est plus les milieux de vie et les environnements sains. Carole, tu as parfaitement raison. Je ne sais pas si tu nous écoutes encore, mais tu as parfaitement raison. Sur une planète en santé, c'est très lourd de conséquences, ça. Sur une planète en santé, ça veut dire que ça prend un nouveau modèle socio-économique au Québec. On ne détruit pas. Moi, je viens d'un milieu rural. J'ai une terre à ma région natale, à Montmagny, puis je m'inquiète de la qualité de l'eau, la nappe phréatique, la qualité des champs. Alors, notre modèle de production agricole, alors, est-ce qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, un modèle socio-économique qui est compatible avec la santé planétaire? Ça aussi, ça en fait partie. Puis, je peux vous dire que cette définition-là, là, quand on en parle, puis là, je vais être très coloré dans mon propos, il n'y a pas un redneck qui se promène en pick-up dans le milieu rural par chez nous à Montmagny qui me dit c'est stupide cette définition-là parce que là-dedans, ils se reconnaissent. Un esprit sain dans un corps sain sont très préoccupés par la santé de leurs enfants et leurs petits-enfants qui sont gardés médicamentés dans les écoles parce qu'ils ont trop la bougeotte, parce qu'ils ne bougent pas assez dans une journée. Alors, tout le monde se retrouve dans une définition démocratique. Alors, je tiens à souligner que ça, c'est une définition à laquelle on est arrivé avec des conversations citoyennes. Ce n'est pas un collectif d'académiques qui leur a imposé ça à la population, puis je peux vous dire que l'adhésion est très, très forte. Donc, chez nous, à Vitam, on veut faire avec les citoyens plutôt que pour les citoyens. Je vais être dur dans mes propos, mais vous avez besoin d'entendre ce que j'entends sur le terrain parce que des rencontres citoyennes, j'en ai une couple de fois par semaine, puis les gens disent, vous savez, la santé publique, les curés de la santé publique, arrêtez de nous donner des leçons de morale. Venez sur le terrain avec nous, et c'est ce qu'on a fait. Je vais y revenir, j'achève. Ça, c'est simplement notre organigramme pour vous montrer que dans toute la structure organisationnelle de Vitam, il y a des citoyens, pas des patients partenaires. Les citoyens, ce n'est pas des maladies. Alors, ce n'est pas des patients partenaires. Ils ne veulent pas se faire appeler patients partenaires. On est des citoyens qui vivons avec des conditions. Bien, ils siègent sur tous nos comités. Et il n'y a pas une décision. Si M. Guy Poulain ou Isabelle qui étaient ici, qui sont sur le bureau de direction, étaient présents aujourd'hui, vous direz, Jean-Pierre, avec son équipe, ne prend aucune décision qui ne recevrait pas pleinement notre aval en tant que représentant de la population citoyenne. Et donc, nous, vous savez, là, ce midi, j'ai l'impression de vous donner une conférence, mais c'est la première chose que je dis aux citoyens lorsque je lui parle de santé durable puis de cette histoire-là, je m'adresse à vous avec beaucoup d'humilité. Je suis qui, moi, pour vous dire ce qui devrait être fait? Moi, ma responsabilité, c'est de vous raconter l'histoire de voici quels sont les faits, voici ce que la science dit. Puis après, ben, on ne demande pas mieux que de se mettre en mode écoute puis de réfléchir avec vous. Puis, un élu, après le maire Labaume, qui a appuyé, je tiens à le remercier, qui a appuyé Vitam, et après qu'il y avait une définition de la santé durable qu'il aimait beaucoup. Ça, avec ça, je suis capable de partir et d'expliquer ce que vous faites. Je veux saluer aussi notre maire à Québec parce que c'est un gouvernement de proximité. Quand j'ai sorti ce livre-là, vous savez, je l'ai envoyé à des élus que je nommerai pas. Il y en a un qui m'a appelé.
C'est un exercice de démocratisation du savoir, ça. J'ai dit, oui, monsieur le maire, je sais bien, mais vous savez quoi? Les gens qui devraient lire ce livre-là, ils n'auront même pas les moyens de l'acheter parce qu'ils n'ont même pas les moyens de s'acheter des légumes. Ouais, mais il dit, OK, on va le rendre disponible dans les 28 bibliothèques de la Ville de Québec. Alors maintenant, les citoyens qui n'ont pas les moyens de l'acheter, bien, ils peuvent l'emprunter. Et là, on a établi un programme où je vais dans les bibliothèques de la Ville de Québec pour avoir des conversations citoyennes comme ça. Alors, exactement le même exposé que je vous fais aujourd'hui. J'ai l'opportunité de le faire avec les citoyens. Vous savez quoi? Les gens, ils sont partants. Mais vous savez quoi aussi qu'on me dit? Là, vous nous écoutez, là, mais là, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Est-ce que ça va être comme dans le passé? Ça va être des consultations, puis ça va demeurer lettre morte? Je me suis dit, bien, l'avantage d'être vieux, moi, j'ai 65 ans, je m'engage. Je m'engage. Je vous fais la promesse. C'est pour ça que j'ai l'air un peu craqué. Je vous fais la promesse de vous représenter, d'être votre porte-voix, de vous dire, voici ce qui se passe sur le terrain, puis je vais le faire auprès des élus, je vais le faire auprès des décideurs, puis les PDG en passant des CIS et des SUS, je veux reconnaître leur vision parce qu'eux comprennent la réalité. Ils sont exposés à ces problèmes-là, ces enjeux de santé. Alors, merci, monsieur le maire, pour votre appui. Je vais aller vite parce que vous avez entendu Carole qui a parlé de la vision, de cette vision de santé durable qui est embrassée par le FRQS. On a aussi créé la chaire de recherche en santé durable et c'est la première chaire de recherche où on a 2 citoyens. Regardez M. Guy Poulain là, qui était vital sur notre bureau de direction. C'est l'histoire qui s'écrit parce que c'est une chaire de recherche où on a 2 citoyens qui sont co-titulaires. Vous savez que lorsqu'on a soumis le projet au FRQS, on dit sur le plan administratif, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas donner de l'argent de recherche à des citoyens. Non, ce n'est pas ce qu'on vous demande. L'argent de recherche va aller dans les centres de recherche, va aller à Dr. Catherine Laprise à Saguenay, puis chez nous à Vitam. Ce qu'on vous demande, c'est de reconnaître que ces gens-là, en tant que représentants de la population, sont tout à fait légitimes pour être co-récipiendaires. Alors ça, c'est une belle reconnaissance de la valeur de l'input citoyen face aux enjeux auxquels nous sommes confrontés. Alors, il y a une pléiade d'activités. Je vous invite à aller visiter le site web de la chaire parce qu'il y a un concours en ce moment de subventions, de bourses qui est disponible, qui est lancé à la grandeur du Québec. Alors, ce n'est pas juste des bourses et des subventions pour les étudiants ou les chercheurs du Centre de recherche intersectoriel en santé durable au Saguenay ou chez nous à Vitam. C'est ouvert à la grandeur de la population du Québec. Elle se déploie sur le territoire. Alors, ce genre de conversation qu'on va avoir, là, je l'ai partout à la grandeur du Québec. Il y a 18 mois, quand Carole disait que ces choses-là prennent du temps, il y a 18 mois, on a eu une petite subvention du ministre Fitzgibbons pour accompagner les MRC de Montmagny et de Lillet, la région Chaudière-Appalaches, dans une démarche collective de réflexion en termes de projets socio-économiques en santé durable. Ces choses-là ont pris du temps, puis au début, je dois vous dire que la première enjeu auquel on a été confronté, pas encore une autre consultation. Pas encore une autre consultation. On est consulté, puis ça ne donne rien. Alors, ça a été la même chose. J'ai dit, je m'engage. Ça ne demeurera pas lettre morte. Et ce projet-là n'est pas demeuré lettre morte. Vous avez, ça, c'est le logo. Je vais vous montrer simplement des images. Regardez, là, on est en milieu rural. Regardez ce qui se passe. Des gens qu'on accompagne dans une réflexion pour voir bien, la santé durable, esprit sain, encore sain, milieu de vie, environnement sain sur une planète en santé. Quels sont les enjeux qui sont spécifiques à nous? Pas les enjeux sur l'île de Montréal, pas les enjeux dans la Haute-Ville, la Basse-Ville de Québec, des enjeux territoriaux qui nous touchent. Et donc, on a eu ces choses-là ont pris du temps et il est ressorti de cela une déclaration d'engagement en santé durable qu'on a publiée la semaine dernière, qui est maintenant disponible. Je vous invite à les consulter. Je l'ai envoyé au directeur de santé publique. Ça vient des citoyens. Puis quand vous allez lire la déclaration, vous allez dire, mais c'est de la santé publique. Sauf que là, ça vient des citoyens. Les citoyens d'un territoire vont identifier les enjeux. Mais quand vous allez voir la déclaration d'engagement, vous allez voir, c'est extrêmement inspirant. Alors, qu'est-ce que c'est que la santé durable? Carole, je tiens à remercier son soutien et son engagement. Bien, quand j'en parle au ministre Fitzgibbons, c'est une ressource essentielle au développement individuel et la prospérité socio-économique du Québec. Ce n'est pas encore une affaire là, de dire on va améliorer le système de santé. Non, non. Quel genre de modèle socio-économique on va avoir pour le Québec?
C'est un changement de paradigme en santé. On veut bâtir une société apprenante, inclusive, bienveillante et axée sur les concepts de santé durable, mais ça va se faire avec les citoyens et non pas pour. Il faut débarquer de nos tours d'ivoire, descendre sur le terrain, puis commencer par écouter la population. Vous l'avez vu, ça va bien au-delà du ministère de la Santé. On doit impliquer nos universités. Je sais qu'on a un vice-doyen en santé durable qui est ici. Bravo, bravo. Puis c'est ça, je pense que vous avez vu ce que l'Université de Montréal fait. Je pense que vous êtes capable de faire mieux que ça. Ça ne sera pas difficile. Nos villes, vous l'avez vu, notre gouvernement de proximité, nous, Vitam, avec la Ville de Québec, on est comme ça. Je siège sur un paquet de comités et je trouve ça extrêmement stimulant parce qu'on est dans le concret. Les enjeux des citoyens, on essaie de les adresser ensemble en impliquant les citoyens. Bien entendu, nos centres de recherche puis nos systèmes de santé. Et ultimement, on l'espère, parce que là, le virus est en train de se propager, nos gouvernements. Et donc, ça, en ce moment-là, je vais vous dire la réponse des citoyens à quelque chose. Vous savez, vous allez voir quand vous allez lire ça, c'est pas de la grande poésie, là. C'est un chercheur qui raconte son histoire, tout simplement. J'ai écrit ça au niveau secondaire 3 parce que je voulais que les gens qui n'ont pas de formation de cégep ou de formation universitaire soient capables de comprendre tout ce qui est dit là-dedans. Mais il y a un bon virus qui est en train de se propager. Ça fait que j'ai eu l'air du conférencier, vieux professeur Grognon, aujourd'hui, le Schtroumpf Grognon. Mais là, c'est plus une question du est-ce que ça va se faire? Ça va se faire. La question, c'est juste de savoir quand. Puis je pense que si on s'y met tout le monde, ça pourrait aller beaucoup plus vite qu'on pense. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. C'est très gentil. Donc, je vais partager l'écran pour les gens en ligne, mais merci beaucoup, professeur Després, pour votre présentation super intéressante. Encore une fois, je vous invite à rester pour l'atelier qu'on va avoir cet après-midi. On va juste monter au 3e, au 3-4-4-2 pour l'atelier pour rendre ça un petit peu plus convivial et non être en ligne comme ça. Pour les gens en ligne, je vous remercie d'avoir participé aussi en ligne. Malheureusement, on ne prendra pas les questions. Ça va se passer en présentiel seulement. Je pense que c'est tout. Un grand merci de tout le monde. On n'a pas dit, mais on a aussi Martin Bissaillon, professeur et vice-doyen à la santé durable à l'Université de Sherbrooke, qui reste avec nous pour les ateliers. Donc, on va le présenter plus tard, là, mais c'est juste pour vous dire, vous attirer encore plus. Restez avec nous.